C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30 13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui restent pour l'instant un peu tétanisés en attendant les décisions de Banque centrale la semaine prochaine. C'est l'hésitation qui domine dans une ambiance relativement calme, il faut le dire. Un indicateur qui montre le calme sur les marchés actions, c'est l'indicateur de la volatilité implicite sur le marché américain qui reste évidemment la mesure de référence. Le VIX qui ne cesse de se détendre, le VIX qui est passé sous le niveau des 15 ces dernières heures. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le VIX, la volatilité des marchés actions à ces niveaux-là. Petite consolidation en cours, toujours, notamment pour les indices européens, avec un CAC 40 qui se traite juste sous les 7200 points à mi-séance, en légère retraite de 0,3%. Les investisseurs attendent effectivement la prochaine étape de la séquence, à savoir les décisions de la Fed et de la BCE qui seront rendues la semaine prochaine. Dans l'intervalle, la parole des banquiers centraux américains et européens sera réduite au silence, avec assez peu de statistiques à l'agenda. Les investisseurs ont digéré hier l'enquête d'activité dans les services au mois de mai aux États-Unis, avec un ISM Service qui montre une poursuite de la tendance à la dégradation, à la réduction d'activité dans les services. Néanmoins, cette dégradation est peut-être encore trop lente pour rendre la Fed totalement confortable avec un retour de l'inflation à 2%. Le discours des banques centrales pour les réunions à suivre sera évidemment un marqueur important au démarrage de la période estivale. Nous évoquerons la situation des marchés et les vues tactiques qu'on peut développer sur les marchés sur des horizons 3 mois dans un instant avec Juliette Cohen, stratégiste chez CPR Asset Management. Et puis gros focus également sur la sphère émergente avec deux thèmes majeurs, un thème macro autour de la Chine. Que se passe-t-il en Chine? La Chine qui est peut-être un des seuls pays dans le monde à ne pas connaître de vague d'inflation. Même le Japon connaît lui une correction inflationniste après des décennies de déflation ou de risque déflationniste marqué. L'inflation en Chine reste totalement absente du paysage. C'est un premier sujet. L'autre sujet est de savoir comment est-ce que le thème de l'IA générative, qui est devenu l'obsession des investisseurs, comment est-ce que ce thème se traduit dans la sphère émergente sur des marchés où la technologie a une part prépondérante. Ces sujets émergents, nous en parlerons avec Bruno Vanier, le président de Gemo Assets, qui sera notre invité pendant cette demi-heure en plateau. Mais d'abord, état des lieux des marchés et vue tactique sur des horizons d'investissement de 3 mois. C'est le sujet que nous abordons avec Juliette Cohen, avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Juliette. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est l'exercice auquel vous vous livrez chaque mois chez CPR Asset Management. Ajuster des vues tactiques de marché, des scénarios tactiques de marché sur des horizons 3 mois. Ces scénarios sont mis à jour chaque mois. Juliette, la dernière mise à jour date de fin mai. Entre la précédente mise à jour de fin avril et celle de fin mai, Juliette, qu'est-ce qui a pu changer dans ces scénarios 3 mois que vous établissez chez CPR Asset Management? Alors, pour nos scénarios à fin mai, on a conservé en fait les deux scénarios qu'on avait le mois précédent. Donc, un scénario central de soft landing et puis un scénario alternatif où les banques centrales seraient obligées d'aller plus loin pour lutter contre l'inflation, ce qui renforcerait la probabilité d'un hard landing. Alors, si on a conservé les deux mêmes scénarios, on a quand même un peu modifié les probabilités d'occurrence par rapport au mois d'avril, et notamment, on a un peu baissé le scénario central de soft landing. Sa probabilité est passée de 75 à 70%, et on a un petit peu renforcé l'idée qu'on pourrait avoir un peu plus de surprises au quiche du côté des banques centrales. Qu'est-ce qui soutient cette légère variation effectivement, mais on est sur des horizons tactiques, encore une fois, Juliette. Quels sont les éléments qui ont conduit à relever d'un côté ce scénario récessionniste ou de hard landing et abaisser légèrement à la marge ce scénario de soft landing?
Alors, on a évidemment eu côté inflation, alors certes des bonnes surprises côté européen, mais côté américain, il y a quand même eu l'inflation PCE qui est très suivie par la Fed, hein, qui avait légèrement progressé dans sa dernière évaluation. Et donc, en fait, il nous semble quand même que la lutte contre l'inflation est peut-être un peu plus longue que ce qu'on pouvait penser, qu'il y avait quand même des signaux qui montraient que l'inflation mettait un peu plus de temps à baisser. Donc, c'est pour ça qu'on a légèrement augmenté la probabilité de ce scénario d'inflation plus persistante. Est-ce que du point de vue de la Réserve fédérale américaine, et je rappelle que la réunion prochaine se tiendra les 13 et 14 juin, dans une semaine maintenant, Juliette, avec une publication à venir qui sera la marque d'inflation pour le mois de mai, qui sera publiée en début de semaine prochaine, juste avant la décision de la Réserve fédérale américaine. Du point de vue de la Fed, est-ce que c'est simplement une question de temps, l'idée de la pause, ou est-ce que la question du niveau de restriction monétaire qui est déjà atteint, 500 points de base de hausse de taux en 14 mois à peine, on le rappelle, Juliette, est-ce que cette question-là est encore une question ouverte pour la Fed ? Alors, nous, c'est vrai que dans notre scénario central, on voit donc une pause de la Fed et une pause, on va dire, durable. Et puis, dans notre scénario un peu adverse, on voit la Fed marquer une pause en juin, mais la question pour juillet serait potentiellement réouverte. On aura donc plus de chiffres d'inflation. Hein, donc, on aura bien évidemment l'inflation de mai, mais on aura aussi en juillet l'inflation de juin. Et donc, c'est uniquement dans un scénario adverse qu'on verrait la Fed réaliser un mouvement supplémentaire en juillet. Le prochain meeting, le meeting de juillet se tiendra les 25 et 26 juillet pour la Réserve fédérale américaine, Juliette. Du point de vue du marché, est-ce que c'est 30% de probabilité que vous attachez à un scénario de récession ou de hard landing? Est-ce que vous les retrouvez dans les prix et dans les valorisations du marché aujourd'hui? Ou est-ce que l'idée ou l'obsession du marché reste celle du soft landing aujourd'hui? Alors, il nous semble que quand même le marché oscille entre quand même le scénario de soft landing et le scénario de récession. Et c'est vrai que en fonction des données entrantes, il y a eu beaucoup de volatilité côté obligataire. Hein, on l'a vu la semaine dernière. C'est vrai que l'ISM Service, qui est sorti en forte baisse pour sa dernière évaluation, a quand même conduit les taux à rebaisser. Et c'est vrai que côté marché du travail, on a aussi des enquêtes qui sont assez volatiles et assez difficiles à lire. Que ça soit du côté de la dynamique des enquêtes de conjoncture ou de la dynamique du marché du travail, on a quand même très peu de visibilité aux États-Unis et des indicateurs qui sont vraiment parfois en contradiction très très nette. Ce qui est fascinant, c'est que effectivement, ces données un peu contradictoires, on les retrouve beaucoup dans les mouvements de taux, dans les mouvements de la courbe obligataire qui s'ajuste assez rapidement dans un sens, dans un autre. Pour les marchés actions, c'est beaucoup moins visible d'une certaine manière. Juliette, je le notais, le VIX est passé sous les 15 ces dernières heures. Je ne dis pas que c'est une complaisance absolue ou qu'il y a une euphorie totale sur les marchés actions, mais sous les 15, c'est quand même un niveau où on se dit que les investisseurs sont confortables et pas stressés en tout cas. Alors c'est vrai que la progression des marchés actions et notamment du marché actions américain sur la période récente est assez spectaculaire. Après, ce qu'on note quand même, c'est que ça a été tiré vraiment par un secteur en particulier, hein, la tech, qui a très fortement progressé. Pour le reste de la cote, c'est quand même plus mitigé. Et quand on regarde les autres grands indices, il y a le Japon aussi qui sort bien son épingle du jeu, qui est un marché qu'on aime bien aussi, qui a une dynamique qui est
qui est un peu différente du reste des économies développées. Le Japon, c'est un pays où l'inflation est restée quand même relativement basse malgré la hausse récente, où l'activité dans le secteur manufacturier a mieux tenu qu'ailleurs, et où la Banque centrale reste très accommodante. Donc c'est aussi un marché qu'on aime bien actuellement. Oui, on peut continuer d'aimer le Japon, on en parle souvent avec vous, les équipes de CPR, mais d'un mois à l'autre, vous confirmez cette vue et cet intérêt pour le marché japonais. On en a pas mal parlé dans cette émission, voilà, avec des indices larges japonais qui sont au plus haut depuis l'invention du Walkman, pour dire les choses. Oui, tout à fait. Là, pour l'instant, c'est encore une vue de marché qu'on maintient. Merci beaucoup Juliette. Merci pour ce décryptage et ces vues tactiques de marché que vous mettez à jour. Je le rappelle, chaque mois chez CPR Asset Management, ces scénarios de marché à horizon 3 mois. Juliette Cohen qui était avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management. Parlons des émergents à présent avec Bruno Vannier à mes côtés en plateau, le président de Gemway Assets. Bonjour et bienvenue Bruno. Bonjour. Commençons par l'émergent, l'éléphant dans la pièce qui est la Chine, évidemment. Il y a beaucoup d'interrogations sur l'intensité, l'ampleur de la reprise économique en Chine à la suite de la réouverture sanitaire. Il y a plein d'indicateurs et de manières de regarder les choses. Déjà, vous étiez sur place il y a quelques semaines, ce qui est déjà quand même une expérience de terrain toujours utile quand on observe la Chine de loin. Bruno, moi ce qui me frappe, c'est l'absence totale d'inflation. On parlait du Japon il y a quelques instants. Même au Japon, il y a plus d'inflation qu'en Chine aujourd'hui. Alors, l'inflation japonaise est bien remontée quand même. C'est une thématique forte qui tient le marché japonais. En Chine, ce n'est pas le cas pour le moment. Alors, on est à 0,6% de variation sur le core CPI, donc vraiment sur l'inflation cœur. Et donc une inflation basse qui représente peut-être une demande pas très forte. Et ça, c'est le point négatif, on va dire. Alors, après, ce qu'on peut dire sur l'inflation, c'est souvent un phénomène monétaire, comme on a pu l'observer dans beaucoup d'économies, et que la croissance monétaire en Chine est repartie à la hausse. Et donc, on pourrait estimer quand même que ce chiffre d'inflation devrait repartir, sinon légèrement, en tout cas un petit peu à la hausse. Mais indéniamblement, ça a déçu au mois d'avril, au mois de mai, les chiffres qui sont sortis sur la consommation, même si on avait une croissance en glissement annuel d'à peu près 15% sur les ventes de détail, ont déçu, parce que normalement, on s'attendait à un effet de base bien plus fort. Rappelons que le deuxième trimestre 2022, c'est le confinement à Shanghai, donc vraiment, on a un effet de base fort qui aurait dû se traduire par des surprises plus importantes encore. Une dynamique plus forte sur la reprise économique en Chine et notamment la reprise de la consommation, parce que c'est le moteur principal, en tout cas c'est ce que Pékin veut, veut vraiment faire de la relance par la consommation. Il s'aperçoit malheureusement peut-être que ce n'est pas aussi simple que ça. Rappelons que les reprises tout à fait classiques chinoises sont souvent drivées par une relance de l'infrastructure, de l'investissement, et dirigé sans doute par Pékin, par les provinces, et c'est plus facile de faire ça. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Le consommateur chinois, il sort quand même d'une période de Covid assez longue. Il a été traumatisé par ça. Il n'a pas été aidé aussi massivement que le consommateur français, américain pendant la période du Covid. Il a vu ses revenus baisser, parce qu'une part non négligeable des revenus des Chinois est variable. Et donc, forcément, dans une année difficile comme 2022, une bonne partie de ces revenus variables ont été coupés. De manière absolue, les revenus ont baissé. Et l'épargne a énormément monté. Donc, il y a une partie vraiment d'épargne de précaution qui a été mise en place. Alors, les gens très positifs, très optimistes sur le marché chinois se disaient que une partie de cette épargne-là allait revenir dans la consommation ou voire sur les marchés. Ça n'a pas été le cas. Non. Donc, non, parce que vous l'avez dit, c'est de l'épargne de précaution. Voilà. C'est pas de l'épargne en trop. Voilà, c'est pas de l'épargne excédentaire, mais c'est de l'épargne
de précaution dans un environnement économique qui est pas aussi virulent ou en tout cas dynamique qu'on a pu connaître dans le passé en Chine. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise nouvelle en l'occurrence. Une croissance moins forte, ou en tout cas un excès de croissance qu'on a pu connaître en Chine dans les années 2010 surtout, ne s'est pas traduite forcément par des marchés boursiers très, très dynamiques. Il y a souvent dans cette croissance un gâchis quelque part. Et une ponction, je dirais, monétaire qui n'est pas négligeable, qui se traduit aussi par un excès de dette. Donc, on a à corriger tous ces excès du passé dans l'immobilier, l'endettement des provinces qui est aussi assez excessif, assez important, pas forcément excessif dans tous les cas, mais en tout cas important. Et le consommateur, certes, qui est un acteur ou un agent économique plutôt logique, a fait cette épargne de précaution face à cette incertitude. Mais vous dites, effectivement, il ne faut pas aller trop loin quand on extrapole les comportements de consommation qu'on a pu voir en Occident, aux États-Unis, notamment en Europe, post-Covid, avec ce qu'on observe et ce qu'on va continuer d'observer en Chine. Les moteurs sont différents. Vous étiez sur place il y a quelques semaines. Une question, Bruno, est-ce que les schémas ou le comportement du consommateur chinois peut être durablement affecté par cette période de 3 ans très difficile? Est-ce qu'on parle encore du Covid? Nous, on en a reparlé un petit peu sur ce plateau ici à Paris, très loin de la Chine, bien sûr, mais quand on a vu les valeurs du luxe baisser il y a 15 jours, on a vu, alors, entre corrélation, causation, tout ça est un peu compliqué, mais on a vu réapparaître des petites nouvelles sur l'idée que, tiens, il y avait un peu de Covid qui revenait en Chine. C'est des nouvelles qui ne sont pas passées inaperçues ici. Absolument. J'y étais à ce moment-là et de fait, j'ai un meeting dans une conférence qui a été annulée parce que la personne que je devais rencontrer a oui, c'est ça. COVID. Oui. Mais franchement, il y a encore ces réflexes, quoi. Franchement, c'est plus un sujet. D'accord. Disons bien que c'est, comme vous le disiez, c'est endémique. Alors ça arrive encore en ce moment, mais là, quasiment les comportements quotidiens sont plus affectés par. Des Chinois ont eu le Covid. Malheureusement, certains ont été touchés de manière plus importante à l'époque, mais globalement c'est endémique, ça arrivera peut-être encore, mais c'est plus un sujet. Il y a un blocage de l'économie lié à ça, c'est vraiment hors de question aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, la situation des marchés chinois aujourd'hui. Historiquement, vous êtes investisseur action dans les émergents, mais vous êtes aussi désormais investisseur obligataire. Est-ce que l'absence d'inflation, pour l'instant, c'est une bonne nouvelle pour l'investisseur obligataire en Chine? Et puis sur la partie action, on a vu quand même au fur et à mesure de la déception, on a vu quand même une lourde rechute des indices actions en Chine, Hong Kong notamment, jusqu'à ces derniers jours où on a atteint peut-être des niveaux assez extrêmes d'écart et d'écart relatifs notamment, qui peuvent peut-être changer un peu la donne à court terme. Quelle évaluation vous faites aujourd'hui de la situation du marché chinois? C'est-à-dire que le marché est fortement remonté entre novembre et janvier. Ça a pris 50%, c'est ça. 50%, dans une perspective vraiment après un excès de pessimisme, on est passé vraiment dans l'excès inverse, l'excès d'optimisme, et depuis on paye pour voir, entre guillemets, parce que effectivement les réalisations économiques de reprise sont peut-être pas aussi fortes qu'on aurait pu l'estimer en début d'année, Donc le marché corrige, et il corrige de manière assez forte quand même, dans nombre de secteurs, notamment dans les secteurs de la consommation, sur des sociétés qu'on estime être de très grande qualité, avec des baisses qui vraiment ramènent ces cours de bourse quasiment au niveau de décembre. Et des niveaux de valorisation qui paraissent extrêmement intéressants au regard même d'une croissance 2023 qui va être relativement bonne pour beaucoup de ces entreprises, et qui devrait se maintenir sur 2024, c'est moins sûr, mais en tout cas, on a pour certaines sociétés vraiment un horizon qui est plus dégagé, Donc là, il y a vraiment une opportunité, j'ai envie de dire, par rapport à ces chiffres de croissance et cette baisse des marchés liée vraiment à une déception par certains investisseurs et aussi une absence d'autres. Malheureusement, les grands investisseurs, je dirais, long terme américains, eux, ne sont pas revenus. Alors, ils étaient sortis beaucoup l'année dernière, ils ne sont pas revenus. Ils sortent sans doute encore. Est-ce qu'ils vont revenir un jour? C'est une grande question, une question qui reste ouverte, bien évidemment, dans le cadre d'une relation sino-américaine qui reste compliquée, même si marginalement, elle s'est améliorée, je dirais, au cours des dernières semaines. Mais ça reste compliqué, N'oublions pas que l'année prochaine, on a des élections, élections américaines, qui sont quand même un événement assez important.
Et le sujet, en gros, entre guillemets, taper sur la Chine, ça paye toujours. Facile, quoi. Oui. Alors après, les deux l'ont fait, donc après c'est plus différenciant d'une certaine manière. Quoi. Dans une élection, on veut être différent de notre concurrent. Là, si les démocrates et les républicains se mettent à taper sur la Chine tous les deux, ce sera moins différenciant. Ouais. C'est une réalité économique alors, de plus en plus. C'est-à-dire que quand on regarde un peu le modèle d'activité de la Chine, alors il y a la stratégie long terme d'une consommation domestique renforcée, etc. Tout ça prend du temps. La stratégie de relance par l'immobilier ou les infrastructures, on a tous compris que ce n'était pas le gros du sujet aujourd'hui pour les autorités chinoises. Il reste quand même le mercantilisme chinois. C'est-à-dire, quand on voit une inflation aussi faible à travers des prix à la production aussi qui sont toujours très très faibles, quand on voit aussi la faiblesse de la devise, c'est pas une faiblesse historique, mais on est quand même sur des niveaux de faiblesse du yuan contre dollar assez importants. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même un relais via les exports pour la croissance chinoise qui va être un moteur important de cette croissance? Alors c'est vrai qu'on aurait pu se dire que les exportations chinoises allaient beaucoup baisser dans un contexte, je dirais, pas de récession mondiale, mais en tout cas de moins forte, notamment de l'Occident, et puis aussi d'une relation sino-américaine qui pousse vraiment ces échanges commerciaux plutôt à la baisse. Quoi. De fait, à ce point-là, c'est intéressant de constater que 50% du déficit commercial américain était expliqué par la Chine en 2017. Aujourd'hui, c'est 30%. Donc il y a vraiment un décalage quand même important qui a été fait, qui était un sujet de campagne, enfin un sujet de prédilection de la part du président Trump à l'époque. Donc ces exportations ont été redispatchées d'une certaine manière. C'est vrai que les exportations chinoises sont plus diversifiées en termes de destination. Et ce qu'on appelle le global sud, c'est-à-dire le monde les pays occidentaux, a beaucoup augmenté en termes de part des exportations chinoises. La Russie y compris, mais pas que. On le voit dans le domaine automobile. La Chine est devenue le plus gros exportateur aujourd'hui au monde de voitures. Alors, ce sont sur les derniers chiffres, sur une moyenne 12 mois. Et les États-Unis sont un gros acheteur d'automobiles chinoises, même si ça paraît un peu surprenant. Donc il y a je dirais, une pérennité quand même du modèle exportateur chinois, certes un petit peu aidé à très court terme par la baisse du renminbi, vous l'avez évoqué, qui est plutôt lié vraiment à la hausse du dollar récente. Le dollar est remonté un peu si je le fais contre euro, entre 1,10 et 1,06, 1,07. Donc une baisse légère du renminbi dans un contexte où le renminbi globalement était plutôt une devise assez forte. Là, il perd un petit peu de sa superbe. Il y a un marché dont il faut qu'on parle, c'est le marché de la Corée du Sud. Alors, qui fait partie de la sphère émergente, c'est toujours une forme d'étonnement pour moi de me dire que la Corée du Sud est pour les financiers un pays émergent ou en tout cas intégré comme tel. Je regardais la performance du KOSPI, donc qui est l'indice coréen de référence. C'est dans la sphère émergente et même d'ailleurs dans les marchés globaux dans l'ensemble, c'est quand même une performance qui se distingue. Qui se distingue en yuan, notamment, bien sûr, parce que le yuan a quand même bien baissé. Les exportations asiatiques, quand on regarde les exportations techno, c'est surtout la Corée et Taïwan. Bien sûr, la Chine en fait partie, mais c'est surtout Corée et Taïwan, avec un prix du dirham, de la mémoire, en fait, qui a beaucoup baissé. Les exportations coréennes ont baissé énormément. Le dirham baisse, le pétrole, même s'il a baissé, il baisse moins. Donc, quelque part, la Corée, ça achète du pétrole et ça dirham. On regarde les cours relatifs des deux et on explique à peu près à 80% le mouvement sur la devise. Donc, la devise a baissé. Pour moi, aujourd'hui, c'est une devise à acheter, clairement. De même que le dirham est en train de faire... le dirham qui n'est pas la monnaie... Oui, la valeur, la mémoire vive, le prix de la mémoire vive. Le prix de la mémoire vive est en train de faire son plus bas et remonter légèrement sur le prix spot. Les prix contrats sont repartis également à la hausse. Et on voit déjà les chiffres des exportations coréennes et taïwanaises, pour des raisons un peu différentes, repartir. Donc là, on a un cas d'investissement extrêmement puissant sur des sociétés comme Hynix, comme Samsung en Corée, qui sont les deux plus gros fabricants mondiaux de mémoire, et également de TSMC à Taïwan, qui est l'acteur principal dans la fonderie de semi-conducteurs, qui est le jeu, j'ai envie de dire, le plus intéressant pour nous, pour
pour jouer cette expansion monumentale de l'intelligence artificielle. Alors voilà, oui, parce que j'allais dire, il faut bien en parler. Oui, ce thème de la tech du semi-conducteur coréen ou taïwanais, il converge directement avec l'obsession du marché désormais autour de l'IA générative. Absolument. Alors, ces titres ont déjà monté, ils n'ont pas fait 100% comme Nvidia. C'est pas Nvidia, d'accord. Non, c'est pas Nvidia encore, quoi. Mais Nvidia, c'est un designer de chips. Ah oui, c'est pas le même positionnement. Hein. Exactement. Bien sûr. Donc la valeur chez Nvidia est indéniable. Et c'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais Nvidia fait fabriquer ces chips par qui? Par TSMC, en très très grande partie Samsung dans une moindre mesure. Donc clairement, les acteurs taïwanais du secteur en profitent. Et pas que, il y a aussi d'autres dans la chaîne de production, il y a d'autres sociétés taïwanaises qui en profitent beaucoup et qui performent bien sûr très bien, quoi. Mais le gros, c'est vraiment c'est Samsung qui parce qu'encore beaucoup d'acteurs aujourd'hui sont très prudents sur l'évolution du prix de la mémoire. La mémoire, c'est surtout, on a eu une consommation très forte dans les téléphones, dans les smartphones, dans les PC, la forte hausse du PC pendant les confinements. Tout ça, cette demande-là a beaucoup baissé, qui explique vraiment le bas de cycle. On est dans le retour de bâton assez violent du boom Covid. Assez violent. Alors, on voit émerger bien sûr une demande très forte liée aux serveurs, liés à l'intelligence artificielle, et c'est ça qui est le nouveau driver, j'ai envie de dire, de la demande, quoi. Dans un contexte où la production a baissé, où même les investissements de capacité ont été revus massivement à la baisse. Donc, on arrive dans ce qu'on appelle un short squeeze. Qui va arriver, à mon avis, au cours du 2e, 3e, 4e trimestre 2023, qui va expliquer sans doute une très belle performance de la part de Samsung et de Hynix. C'est un thème pour l'instant purement hard tech, semi-conducteur, ou est-ce que... Oui, alors... C'est déjà une bonne partie, hein, mais où est-ce que c'est un thème IA génératif qui va déjà au-delà de ce segment de la hard tech ? Pour le moment, ça reste à ce niveau-là. Alors, c'est vrai que dans le segment plus soft, c'est plus difficile déjà. Et d'une part, là, on risque de confronter à des réglementations qui ne sont pas simples à anticiper aujourd'hui. Chaque pays va avoir, bien sûr, une opinion peut-être très différente, peut-être en tout cas très drastique sur l'intelligence artificielle. Mais d'ores et déjà, des sociétés dans l'Internet, Tencent en Chine, et on dit souvent que Tencent peut être potentiellement un grand bénéficiaire de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup Bruno. Merci pour cet éclairage sur les marchés émergents. Bruno Vanier, le président de Gemway Assets, qui était avec nous, l'invité de cette demi-heure de Smart Bourse sur Bismart. On se retrouve à 17h en direct.